étrangère et de la coopération internationale du Mali. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je dois d'abord dire que hier, jusqu'à hier, quand les uns et les autres parlaient, je pensais vraiment que je faisais partie des jeunes. Mais quand j'ai écouté les uns et les autres, je me suis rendu compte que je n'en fais malheureusement pas partie. Mais Robert et moi, nous demandons de travailler avec nos jeunes gens pour encore élever l'âge de la jeunesse jusqu'à notre niveau, pour nous permettre de travailler ensemble. Parce que quand j'écoutais un peu aujourd'hui notre doyen, le Premier ministre Zerbo, il a parlé de décrochage. Je crois que si nous ne faisons pas attention, en écoutant nos jeunes gens depuis hier et ce qu'on voit dans nos rues et dans nos capitales depuis un certain moment, c'est-à-dire qu'il y a de sérieux risques de décrochage entre la jeunesse et les autres. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que nous prenions conscience de la situation et que nous voyons avec les jeunes gens comment maintenir cette connectivité entre nous pour nous permettre de travailler, pour pouvoir relever nos pays. Je dis ça en même temps, je crois qu'il y a aussi des motifs de pouvoir espérer, hein, parce que c'est vrai, l'âge médian des dirigeants africains est assez élevé, mais en même temps aussi, il y a beaucoup de jeunes dirigeants qui arrivent. Le président du Burkina a moins de 40 ans, le président du Mali a à peine la quarantaine, le président du Sénégal est dans la quarantaine, le Tchad, le Gabon. On espère encore que cet âge médian va encore baisser avec tout le travail qui est en train d'être fait. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir, parce qu'en réalité, ce n'est pas nouveau. Quand nous regardions notre ancien président Modibo Keïta, quand il est arrivé au pouvoir, à l'indépendance, il avait à peine 33 ans. Et la plupart des dirigeants des indépendances étaient dans la trentaine ou moins. Et nous, les qualités que nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas. Modibo Keïta était un instituteur, il n'a pas été préparé à diriger un pays. Nous avons ces expériences. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous aussi, c'est de comprendre que la jeunesse n'est pas pour demain, c'est des leaders d'aujourd'hui et non des leaders de demain. Et que nous devons aussi faire confiance, autant les anciens, les sages peuvent diriger, autant des jeunes gens aussi peuvent, dans la trentaine à 25 ans, diriger des pays. Pourquoi pas? Je crois que vous avez posé la question de leadership ici, je vais venir à ça, avant même d'entrer peut-être dans le sujet. C'est vrai, on peut définir le leadership comme on veut, mais bon, dans le cas de dire, bon, c'est un leadership, c'est une vision, comment quelqu'un peut créer la connectivité avec ses citoyens, comprendre leurs besoins, définir une définition, s'assurer que les gens sont équipés, mobilisés, entraînés pour pouvoir le suivre, pour pouvoir dresser un chemin pour arriver à cette destination. Mais moi, je veux peut-être prendre à l'inverse pour se dire que le leadership n'est pas individuel. On peut aussi exercer un leadership collectif. C'est-à-dire que c'est un groupe qui va se saisir maintenant d'une vision, travailler ensemble de façon solidaire pour pouvoir surmonter les différents obstacles pour y arriver. Il y a des leaders qui peuvent être devant, il y a des leaders qui peuvent être derrière. Ils peuvent avoir des jeunes, ils peuvent avoir des anciens, mais travaillons aussi dans nos pays pour développer des leaderships collectifs et ne pas penser qu'un individu, aussi brillant fut-il, peut à lui seul entraîner un pays. Mais c'est vrai, on a des dirigeants qui ont une vision, qui peuvent le faire. Mais je crois que je veux vraiment lancer cette idée de travailler dans nos pays à développer des leaderships collectifs et des leaderships collectifs dans tous les secteurs. Il y a des chefs d'entreprise qui sont des leaders. Il y a des leaders de la société civile qui sont des leaders. Il y a des paysans qui sont des leaders. Il y a des chefs de village ou en tout cas des gens dans ces... Je crois qu'il ne faut pas qu'on pense que le leader doit être nécessairement au sommet.
La deuxième chose que je voulais dire pour pouvoir vraiment revenir maintenant, c'est d'abord à travers vous, le ministre Aïdam, notre modérateur, de vous remercier, de remercier notre collègue Robert Ducé et à travers lui de remercier le président du Conseil pour vraiment le leadership du Togo en maintenant ce cadre de dialogue qui est extrêmement important, mais qui lui-même se situe dans le cadre du positionnement du Togo pour pouvoir maintenir le dialogue. J'aime bien le terme Lomé, capitale du dialogue, de la tolérance, de la paix et tout ça. Je crois que ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par accident que nous nous trouvons tous ici et que nous puissions continuer à échanger parce que la première ministre, ma grande sœur Aminata Touré, a parlé hier de dialogue entre la CEDEAO et l'AES. Mais nous avons toujours été pour le dialogue. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur de discuter. Quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur de discuter. Et naturellement, il est arrivé un moment, je dis ça parce que c'est important, il est arrivé un moment quand mon pays était sous sanction. Malheureusement, Lomé était la seule capitale que je pouvais visiter en Afrique de l'Ouest. Et le Togo a eu le courage de maintenir sa porte ouverte, de maintenir le dialogue avec nos pays. Et si on avait écouté le Togo, encore une fois, je ne leur jette pas des fleurs, si on avait écouté le Togo, on ne serait pas aujourd'hui sorti de la CEDEAO. Ça n'a pas fait que des amis au Togo, mais je crois que parce qu'ils ont eu une posture de dire que quels que soient les problèmes de nos frères, il faut qu'on travaille dans la solidarité, il faut qu'on cherche à les comprendre, il faut qu'on les accompagne. Mais il ne faut pas qu'on leur amène juste des prescriptions. Je crois que ça, c'est vraiment, je tiens à saluer cet effort de dialogue et ce cadre qui est là aujourd'hui. Je crois que c'est important, le ministre a touché là-dessus. Donc moi, je vais toucher deux points essentiels dans mon développement. C'est-à-dire, je vais parler du besoin d'autonomie stratégique de l'Afrique pour sa sécurité et je vais parler aussi du partenariat entre Africains. Si on parle de l'autonomie stratégique de l'Afrique en matière de sécurité, il faut qu'on comprenne pourquoi il est nécessaire et comment le faire. L'autonomie stratégique n'est pas un choix ni une option, c'est une obligation. On n'a pas parlé d'indépendance sécuritaire de l'Afrique, mais on a dit autonomie. Parce que quand vous regardez, Madame la Première ministre a parlé hier du besoin de transformer nos pays, de diminuer la pauvreté, toutes ces questions ne sont possibles que si nous pouvons assurer la sécurité de nos pays. Regardez les deux superpuissances économiques du monde, les États-Unis et la Chine, sont aussi les premières à avoir mis en place aussi des capacités militaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de prospérité économique quand on n'a pas la capacité de se défendre, quand on n'a pas la capacité d'avoir une force dissuasive. Les États-Unis, à eux seuls, ont 800 bases militaires à travers le monde. Mais vous croyez que c'est pourquoi? Mais c'est pour protéger la prospérité, le mode de vie américain et s'assurer que le monde travaille pour les intérêts des États-Unis. Donc, et aujourd'hui, on est dans un... Je vais vous amener juste à une question de reality check en réalité, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on soit naïf de penser que tout va se passer dans le meilleur des mondes si on a de bonnes recettes sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, de la colonisation, de l'esclavage à la colonisation jusqu'à aujourd'hui, les problèmes n'ont changé que de nature, plus ou moins. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans un monde qui est fondé sur les rapports de force, sur la coercition. Ce qu'on n'obtient pas par la coopération, on va chercher à l'obtenir par la ruse. Si on ne l'obtient pas par la ruse, on va l'obtenir par la coercition. Quelqu'un a parlé de ressources, comment s'appelle ça? Des minerais stratégiques. Mais ces minerais stratégiques, mais vont se les procurer par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc à nous de nous organiser pour protéger notre prospérité. Ça, je voulais dire ça, c'est important. Et la deuxième chose que je voulais aussi dire, c'est vrai, l'Afrique est un continent divers, l'Afrique fait face à beaucoup de défis sécuritaires. On a tout cité, je ne vais pas revenir dessus, terrorisme, question d'ingérence extérieure. Mais ce qui est important que je retiens, que je répète chaque fois,
nous-mêmes, nous pensons que quand j'écoute les uns et les autres, on a l'impression que l'Afrique est un pays quand vous parlez. Mais on n'en est pas là. Parce que nous réfléchissons, nous pensons l'Afrique en tant que pays ou en tant que continent, mais chacun travaille individuellement. Donc il y a aussi une déconnexion à ce niveau. Parce que nous ne pouvons pas avoir des solutions collectives et chacun essaie de tirer ses marrons du feu. Donc tant que nous ne changeons pas cette dynamique de nous dire que oui, l'Afrique continent ou l'Afrique pays est une aspiration, mais on n'est pas encore là. Mais il faut qu'on organise le travail. Parce que l'Afrique est divers, parce que chacun défend ses intérêts, etc. Mais il faut qu'on pense collectivement, mais aussi qu'on agisse collectivement. Mais on pense collectivement, on agit individuellement. Et là, à mon avis, c'est un problème. Maintenant, sur la question toujours de la défense collective, en tout cas l'autonomie stratégique, ce qui est important, c'est d'abord le besoin de nous approprier nos moyens de défense. Vous avez vu dans le cadre de la Covid, y compris les moyens militaires, y compris la nécessité d'évoluer vers une industrie militaire qui elle-même aussi, non seulement nous donnera la capacité d'être autonome, mais aussi créera une économie, créera des emplois pour nos jeunes gens et diminuera la dépendance. Vous avez vu dans le cadre de la Covid, l'Afrique s'est réveillée un matin, elle n'a pas accès aux médicaments. Ceux qui ont accès ont défini les prix pour eux-mêmes et nous on était là, on les regarde. En matière de défense aussi, ça risque d'être la même chose parce que ceux qui nous équipent aujourd'hui ou demain sont nos concurrents. Si demain nos intérêts ne vont pas dans la même direction, mais ils vont nous couper les vivres. Donc pourquoi nous ne pouvons pas, parce que les pays africains aujourd'hui, chacun investit dans sa défense individuellement. On peut le faire aussi collectivement. Au-delà de ça, il faut qu'on comprenne que l'autonomie stratégique de l'Afrique en matière de sécurité n'est pas qu'une réponse sécuritaire. Parce que l'autonomie stratégique sécuritaire englobe des dimensions qui doivent aller au-delà du sécuritaire. Les ressources naturelles, leur transformation au bénéfice du continent, c'est une dimension importante. Les moyens de télécommunication dont on a parlé, les industries, les nouvelles technologies que nous devons maîtriser et contrôler, l'énergie, on en a parlé, c'est une dimension essentielle, l'information, la désinformation et le contrôle de l'intelligence artificielle sont des dimensions importantes. La sécurité alimentaire, le ministre angolais en a parlé hier, que celui qui contrôle ton ventre contrôle ton esprit. Et moi j'irai plus loin pour dire que celui qui contrôle ton esprit contrôle aussi ton cœur. Même ta motivation pour défendre, protéger ton pays n'est pas parce qu'aujourd'hui, la colonisation, ou en tout cas l'hégémonie à laquelle on assiste dans le monde, c'est qu'on ne nous envoie plus des militaires. On nous tient par la tête. Et quand on nous tient par la tête, ça veut dire que quelqu'un à l'extérieur du continent a notre télécommande. Et ce qui rend la chose beaucoup plus dangereuse. Donc, ça me semble être important. Maintenant, je vais réfléchir un peu aussi sur les questions de partenariat entre Africains. Parce que là, on est aussi entre nous, même si on a des partenaires extérieurs avec nous. Mais il faut aussi qu'on se dise certaines vérités entre Africains. On a dit solution africaine aux problèmes africains. Le concept est pertinent. Il est juste, il est bon. Mais à la réalité, on a des problèmes avec cette question. Je vous donne juste 2 points à titre d'illustration. Les représentants de l'Afrique au Conseil de sécurité, quand les questions qui touchaient mon pays sont arrivées là-bas, je vous assure que les Africains votaient contre nous pour pouvoir nous imposer des sanctions, même pas sur des questions d'élection et autres, c'est sur des questions de gouvernance interne par rapport au processus de paix. Les Africains ne nous ont pas aidés, ne nous ont pas défendus. Il y a même des partenaires extérieurs à l'Afrique qui sont venus à notre secours et qui sont venus nous expliquer comment les choses se sont passées à notre rencontre. Je crois que ça, c'est assez décevant. C'est assez décevant. La deuxième, c'est le cas du Niger. Parce que l'Afrique doit être bâtie sur la solidarité.